Donc, on va parler métal avec mon collègue donc Stéphane David du 37. Donc, l'objectif, c'est de vous parler métal, de vous parler en fin de compte que faire des métals immatures, il y a différentes stratégies. Alors, pour cela, ça va se passer en deux temps. Un premier temps, en fin de compte, on va parler en fin de compte métal au sens général. Métal, voilà, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut semer comme métal, quand est-ce qu'il faut récolter. Donc pour ça, on va s'appuyer sur un essai du PRD Autonomie alimentaire de 2016-2017. Et puis dans un deuxième temps, on va vous parler en fin de compte de variabilité un peu sur la qualité des métaux. Donc voilà, on a beau semer, je dirais, la même chose, et bien en fin de compte, avoir des résultats différents. Et pour cela, on va s'appuyer sur un essai du programme des forages de 2020. Quel métal semer? Il y a souvent pas mal d'interrogations. Hein, donc, qu'est-ce qu'il faut choisir comme céréales? Qu'est-ce qu'il faut choisir comme protéagineux, qu'est-ce qu'il faut, quelle quantité semer en céréales, en protéagineux, quand est-ce qu'il faut récolter, quelle conduite en matière de fertilisation. Parce qu'il y a, il y a, il y a une telle, il y a de telles possibilités, donc des fois, on ne sait pas, je dirais, vers quoi se diriger. Et pour cela, en fin de compte, il y a eu un essai sur 2016-2017 qui a été réalisé dans le cadre du PRDA, donc sur 3 départements, 36, 45, 18. Et l'objectif était de mieux comprendre comment trois mélanges évoluent en termes de rendement et de valeur alimentaire dans le temps. Et dans le temps, pour cela, en fin de compte, il y avait trois repères qui avaient décalés dès le départ. Un repère à 750 degrés, donc en base zéro depuis le 1er février, donc ce qui correspond grosso modo à la fin montaison du triticale, donc une récolte plutôt très précoce. On se situe ça dépend des années, mais au 20-25 avril. Une récolte je dirais plus avancée, à 950 degrés, ça correspond grosso modo à l'épuisement du triticale, on est plutôt au 5-10 mai, hein, 10 mai. Et une récolte tardive, je dirais, donc plutôt qui est un petit peu euh, la préconisation historique, hein, qu'on avait autrefois. Donc une récolte au stade laiteux-pâteux du grain triticale, donc ce qui correspond plutôt aux alentours du début juin, du 5-10 juin. Alors, hop, si ça veut marcher, 3D positionné. Voilà. Alors, donc je vais vous présenter les trois mélanges succinctement. Donc, on est parti d'un premier mélange, donc à base de triticale, d'avoine, de pois fourrage et de vesse. Voilà, donc il y avait 50 kg de triticale, 25 d'avoine, 30 de pois, 20 de vesse, 125 kg par hectare, ce qui représente 245 grains au mètre carré. Voilà. Donc voilà, et dans ce mélange, en fin de compte, grosso modo, les protéagineux représentent 40% en termes de poids, hein, et si on regarde en termes de nombre de graines, ça ne représente que 21% du nombre de graines dans ce mélange. Ensuite, une deuxième modalité, l'objectif c'était de voir en fin de compte si on réduisait en fin de compte la quantité de céréales et on augmentait les protéagineux, comment se comportait le mélange. Donc on a baissé le triticale, on a baissé l'avoine, on a augmenté un peu le poids, on a laissé la veste à 20 kg et on a introduit la févrole à 50 kg. Donc, ce qui fait un mélange à 165 kg par hectare et en termes de grains au mètre carré, on a 189. Juste une remarque, parce que quand on parle de à combien on sème un métal en termes de kilos, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous voyez, hein, dans le deuxième mélange, on sème plus fort en kilos, on est à 165 kg. Hein, et par contre, on a moins de graines par hectare parce que les protéagineux sont des grosses graines, donc ça fait du poids, mais ça fait peu de graines derrière. Donc c'est pour ça, en fin de compte, hein, si on sème à 80 kg, à 100 kg, à 140 kg, tout dépend de ce qu'on met dans le mélange. Et ça, c'est important. Et donc, dans le deuxième mélange, on se trouve à 73% de protéagineux en kilos. Par contre, en nombre de graines, on est qu'à 38% de protéagineux. Et là, le troisième mélange, donc on va encore plus loin, on baisse encore la céréale, on supprime le triticale, on ne conserve que l'avoine à 15 kg, on augmente un peu les pois à 60 kg, la veste, on la maintient à 20, et on augmente encore un peu la févrole, on passe de 50 à 60 kg. Voilà, donc dans ce mélange-là, on a 90% de protéagineux en kilos, et on est à 56% de protéagineux en degrés. Donc voilà, un mélange 1
avec, j'ai une bonne proportion de céréales, mélange 2 un peu moins et mélange 3 encore moins. Alors, le seul souci lorsqu'on augmente la quantité de protéagineux dans un mélange, c'est le coût du mélange. Le mélange 1, avec les tarifs retenus pour le triticale d'avoine, donc 15 centimes du kilo, le poids à 1,70 €, la baisse à 1,90 € et la févrole à 25 centimes, eh bien, le mélange 1 est à peu près une centaine d'euros par hectare, le mélange 2 à 140 € par hectare, le mélange 3 donc à 100, 150, 160 € par hectare. Donc, quand on va augmenter la quantité de protéagineux, on va augmenter le coût du mélange. Donc, encore faut-il avoir le retour sur investissement derrière. Ça, c'est assez important. Et aujourd'hui, voilà, bon, là, c'est en 2016-2017, on travaille notamment avec des mélanges un peu moins costauds en poids et en veste, notamment en poids, parce que le poids, en fin de compte, n'est pas adapté, je dirais, à toutes les situations, notamment une situation assez hydromorphe. Et vous voyez que le poids, en fin de compte, ben, il pèse fortement dans le coût au final. Euh, dans le mélange 1, il représente la moitié du coût. Dans le mélange 2, il va représenter le mélange 2 et dans le mélange 3, il va représenter les 2 tiers du coût du mélange. Le poids aujourd'hui a un enjeu assez, je dirais, voilà, un enjeu c'est assez mitigé plutôt au niveau du poids parce que voilà, il y a un coût élevé au départ et des fois il n'y a pas le retour derrière. Tandis qu'au niveau de la veste, on a un investissement un peu plus faible au départ et souvent des retours sur investissement meilleurs. Donc rapidement, donc les stades, j'en ai parlé. Simplement, lorsqu'on se trouve à 750 degrés, la voile est en pleine montaison. Tout ce qui est poivès n'a pas fleuri. La févrole est début floraison. À 930 degrés, le triticale est OK, était pied. L'avoine, gonflement. Et au niveau du poil, est tout début floraison et la veste est floraison. Ça, c'était pour ces variétés. On a des variétés en poil notamment plus précoces et donc qui à ce stade-là, 930 degrés, sont déjà en fleurs. Et la févrole, donc qui est très précoce, continue, je dirais, à faire son cycle. Elle est plutôt sur la fin de floraison. Et puis à 1400 degrés, je dirais tout est au stade laiteux pâteux, sauf l'avoine qui est toujours au stade laiteux. Alors, si on regarde les rendements, comment évoluent les rendements je dirais, entre 750 degrés et 1400 degrés? Bon, voilà, je dirais, quels que soient les mélanges, je dirais, voilà, ça progresse, tout ça est bien logique. Hein, on passe de 4-5 tonnes de matière sèche à 750 degrés, à peu près à 6-7 tonnes à 900 degrés, 930. Et puis lorsqu'on est à 1400 degrés, donc début juin, on est pratiquement à 9-10 tonnes de matière sèche. Bon. Progression des rendements, logique, sauf qu'on voit quand même une différence, notamment dans le mélange 3. Dans le mélange, il n'y a plus que 15 kg d'avoine, on a fortement diminué la quantité de céréales, on a beaucoup de protéagineux. Le fait justement de trop diminuer en céréales, ben, on va quand même perdre au niveau rendement. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre le mélange 1 et le mélange 2, qui sont assez proches au niveau composition, sauf qu'on a augmenté dans le mélange, on a baissé dans le mélange de la céréale et augmenté les protéagineux, ben, il y a peu d'écart. Peu d'écart de rendement. Bon, on a souvent un effet aussi, même si on sème des fois les céréales un peu moins fortes, comme un mélange 2, ben, il y a souvent un effet compensation par tallage aussi. Alors, ensuite, si on regarde les valeurs, comment évoluent les valeurs alimentaires par espèce sur ces trois repères clés, sur ces trois stades. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est bon, à 750 degrés, hein, donc, au 20-25 avril, on a je dirais, des très bonnes valeurs alimentaires, hein, sur les protéagineux, mais à la fois sur les graminés, hein, des valeurs entre 0,9 et une UFL. Je vous rappelle que toutes ces valeurs alimentaires sont des valeurs en vert, hein, sur pied, ce qui est important. Voilà, donc de très bonnes valeurs alimentaires. Et puis, donc avec des protéagineux qui, je dirais, là, on est côté énergie, qui sont quand même, je dirais, tout au long du cycle, ont des valeurs alimentaires en énergie, en des teneurs en énergie plus élevées que les graminées, que les céréales. C'est plus élevé et en plus, ça diminue moins rapidement. Ça, c'est le premier point au niveau énergie. Et au niveau protéines, donc là, ça on savait que ces protéagineux ont des teneurs en protéines forcément plus élevées que les graminées. Sauf que, bon, qu'est-ce qu'on voit sur les récoltes précoces?
à 750 degrés. On peut avoir des graminées de céréales qui ont des bonnes teneurs en protéines, hein, on peut être à 15-16 de protéines. Au poids éves, là, on est sur des très bonnes valeurs, hein, 22-26 de protéines. Et puis, même chose, donc après, au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle, la valeur, forcément, en protéines diminue, mais ça diminue beaucoup plus vite sur les graminées que sur les protéagineux. Donc là, on a regardé, je dirais, le rendement, on a vu les valeurs alimentaires par espèce, et là, on regarde en fin de compte la contribution de chaque espèce dans le rendement. Et la contribution de chaque espèce dans le rendement multipliée par la valeur alimentaire par espèce va nous donner la valeur alimentaire du mélange, quelque part. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans le mélange 1, et bien, en fin de compte, au cours des trois repères clés, et bien la céréale, donc le triticale et l'avoine, pèsent 75%, représentent 75% de la biomasse, je dirais, à la récolte, quels que soient les stades. Dans le mélange 2, on a baissé un petit peu on avait pas mal baissé la céréale, augmenté les protéagineux. La céréale est moins présente, mais elle est encore très présente, hein, de 75% de contribution au rendement. La céréale, là, contribue à peu près aux alentours de 66% du rendement, si on fait ça à la louche. Donc, elle est encore très présente, bien qu'on ait baissé en céréales et qu'on ait augmenté la protéagineux, elle est encore très présente. Et aussi, je vous disais, un peu l'effet étalage. Et lorsque vraiment on baisse fortement en céréales, et bien, en fin de compte, là, avec 15 kg d'avoine, en effet, la céréale est peu présente. Elle va représenter que 40%. Elle est peu présente. Et puis, on a aussi un phénomène de salissement sur le fin de cycle. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'avec ce mélange M3, sur la fin de cycle, lorsqu'on se trouve début juin, problème de salissement, et il y a souvent un problème de verse aussi. Les 15 kg d'avoine ne sont pas suffisants pour avoir une bonne tenue sous les récoltes tardives. Et donc, voilà, si on regarde un petit peu maintenant les valeurs alimentaires des mélanges, côté énergie, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, bon, à 750 degrés, je dirais, voilà, on a de très bonnes valeurs d'énergie. On est entre 0,1, on n'est pas loin des 0,9 UFL, entre 0,87 et 0,95. Je dirais, quels que soient les mélanges, hein, voilà. Et lorsqu'on avance, je dirais, dans le temps, lorsqu'on est plutôt aux alentours de l'équivalent du triticale, là, aux alentours de 930 degrés, et bien qu'est-ce qu'on voit lorsque les céréales commencent à épier, là, on a vraiment une perte au niveau énergétique, hein, tandis que le mélange 3, qui contient plus de protéagineux, et bien en fin de compte, on décroche moins au niveau énergie parce qu'il y a encore pas mal de protéines dans le mélange. Voilà. Et lorsqu'on est à 1400 degrés, et bien en fin de compte, là, on baisse fortement au niveau énergie. On n'est plus qu'à 0,65, 0,7 UFL, et même au niveau du mélange M3 avec pas mal de protéagineux. Donc ça, c'est le côté valeur énergétique. Et si on regarde maintenant donc, les teneurs en protéines, sur des récoltes très précoces, on arrive à avoir, je dirais, des bonnes teneurs en protéines sur le mélange 1 et 2. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est qu'on arrive à avoir des bonnes teneurs en protéines sur les mélanges 1 et 2, dans lesquels il y a 2 tiers, 3 quarts de céréales, parce que la céréale a une bonne teneur en protéines. Et pour qu'elle ait une bonne teneur en protéines, ça va dépendre de la fertilisation. Voilà. Tandis que dans le mélange, je dirais, dans le mélange 3, comme il y a peu de céréales dans le mélange, ce sont les protéineux qui vont faire la teneur en protéines du mélange. Et forcément, et lorsqu'on avance, je dirais, dans le temps, bien lorsqu'on est à 230 degrés, et que la céréale épie, elle perd en énergie, mais elle perd aussi en protéines, et bien dans le mélange M3, là, on conserve quand même une valeur MAT plus élevée, hein, parce qu'on est quand même sur beaucoup plus de protéagineux. Et puis dans le mélange, et si on regarde sur des récoltes plus tardives, je dirais au stade laitopâteux, et bien voilà, donc là on est maintenant sur des teneurs en protéines entre 9,5 et 10%. Donc là on a fortement baissé en protéines sur le mélange 1 et 2. Le mélange 3 se maintient quand même
12-13%, mais le problème, c'est que, comme je disais, c'est un mélange qui est souvent difficile à récolter parce qu'à ce stade-là, je dirais tout est versé, tout est couché. Voilà. Et donc, voilà, quand on est sur des récoltes, je dirais, plus tardives, au stade des pâteux, il faut quand même avoir une bonne base de céréales pour que ça fasse tuteur pour aller jusque-là. Donc ensuite, ce qui est intéressant à voir, c'est aussi, là, on a regardé la valeur des mélanges, c'est aussi la production de protéines par hectare. Donc, à 750 degrés, on produit à peu près 0,8 tonnes de protéines par hectare. Lorsqu'on est à 930 degrés, je dirais, on va augmenter aux alentours de 1 tonne. Ça progresse, je dirais, dans les 3 mélanges. Mais lorsqu'on va arriver à 1400 degrés, eh bien, en fin de compte, il n'y a plus vraiment de production de protéines par hectare. Ça stagne, voilà, premièrement. Et puis, deuxièmement, en fin de compte, dans le mélange M3, eh bien, en fin de compte, ne va pas produire plus de protéines à hectare que le mélange M1, M2, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que dans le mélange M3, on a beau avoir une concentration plus élevée, comme ce mélange décranche trop fortement en rendement, et bien, en termes de quantité de protéines produites par hectare, je dirais c'est plutôt moins bien. Alors, côté fertilisation, tous ces essais-là, en 2016-2017, ont été faits avec une fertilisation en fin de compte à 50 unités d'azote, minéral plus organique. Juste pour petite info réglementation, avant 2020, je dirais tous les métaux immatures. Pour tous les métaux immatures en zone vulnérable, donc ça représente pas mal de surface sur la région centre, on avait une fertilisation plafonnée à 50 unités en azote en zone vulnérable, minéral plus effet direct du fumier. Depuis 2020, donc depuis ce printemps, et bien en fin de compte, la fertilisation est plafonnée à 80 unités pour les mélanges avec moins de 25% de protégineux en graines au semis. Donc voilà. Et s'il y a plus de 25% de protégineux au semis, on ne peut plus fertiliser. Il y a absence de fertilisation azotée pour des mélanges avec plus de 25% de protégineux au semis. Donc ça veut dire que sur les 3 mélanges, aujourd'hui, il n'y a que le mélange 1 qu'on peut fertiliser, le mélange 2 et 3, on ne peut plus fertiliser. Et juste un mot sur la récolte avant de passer donc la main à Stéphane. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on récolte sur les récoltes tardives, sont paraissent assez intéressantes. Notamment, on se dit, bon voilà, je vais faire pas mal de fourrage, je vais faire 9-10 tonnes de matière sèche, je vais avoir en fin de compte une teneur en protéines, bon, à 9-10% de protéines, je vais avoir 0,65 FeL, c'est intéressant, mais c'est des récoltes tardives, je dirais c'est des récoltes uniquement en ensilage, je dirais en coupe directe, ou si pas en coupe directe, c'est la faucheuse devant l'ensileuse. En enrubanage, c'est trop risqué, on a vraiment des problèmes de conservation. Donc, voilà, et puis simplement, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que le mélange, si on veut faire vraiment de la production, il faut quand même avoir une bonne quantité de la production, donc du rendement et donc récolter tardivement, il faut quand même une bonne quantité de céréales. Le mélange 1, il paraît intéressant parce qu'il fait de la production. En termes de valeur alimentaire, je dirais, il décroche peu par rapport au mélange 2 et il coûte moins cher. Mais par contre, si on veut vraiment après viser, je dirais, de la protéine par hectare, on peut peut-être là baisser un petit peu en céréales. On va augmenter la protéine, mais là, il ne faut pas viser des récoltes trop tardives, sinon, je dirais, tout est versé. Donc là, je vais passer la main à Stéphane pour la suite. Bien. Donc, l'idée de cette diapo, c'est de vous présenter l'impact de la fertilisation et des conditions météo dans le cadre de notre essai du programme Herbe et Fourrage 2020. Donc, une situation dans le 37, sur l'exploitation du lycée agricole de Tours-Fondette à Agrocampus, et une situation dans le Cher, chez un exploitant. Donc, ce qu'on voit, c'est que la fertilisation qui a été appliquée dans le 37, c'est un apport d'ammonitrate le 14 février. Dans le Cher, c'est un apport d'azote liquide au 24 février.
Donc, derrière l'apport du 14 février, on a eu des conditions plus favorables, notamment pour l'absorption de l'azote. Et ce qu'on retrouve comme impact, notamment dans les valeurs MAT des céréales, donc vous pouvez voir ici, donc, pour une date de récolte qui est sensiblement à la même date. Et ici, on est à 920 degrés, quand ici, on est à 865 degrés, base 1er février. Et vous voyez que notamment sur l'avoine 1 de mai, on est à 9% de MAT quand l'azote a bien porté et que les conditions étaient un peu plus favorables. On peut atteindre 14% de MAT. Pour le triticale ruglate, 8,7 de MAT contre presque 13% de MAT. Et le triticale anagramme, 8% de MAT, presque 12% de MAT. Il n'y a que l'avoine Forudena qui reste dans les mêmes eaux. Il y a quand même 14 points d'écart. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que sur toutes les parties protéagineux, donc comme l'a déjà abordé Yvan, c'est relativement stable. Voilà. Avec des taux de MAT à plus de 20% pour les vesses, autour de 13-14 pour les trèfles, la fébrole entre 18 et 22, le poids à plus de 20% des MAT. Donc ici, l'impact de cette valeur alimentaire, c'est-à-dire que vous avez ici un mélange où on a donc 75% de céréales dans les deux cas. Ici, quand on applique les valeurs MAT obtenues dans le share, on termine avec un mélange qui est de l'ordre de 11% de MAT. Quand un mélange donc avec des céréales qui font entre 13 et presque 14 de MAT, on arrive tout de suite à pratiquement 15% des MAT. Donc l'intérêt d'avoir des fourrages, des graminées, notamment des céréales, le plus riche possible, a un impact direct sur la valeur théorique du mélange, puisqu'on passe de 11 à pratiquement 15% des MAT. Et 15% des MAT, c'est souvent l'objectif que se donnent les éleveurs. Ici, donc cette année, vous avez vu, Yvan vous a parlé de valeurs alimentaires par espèce. Donc, pour faire des valeurs alimentaires par espèce, quand on fait la récolte des mélanges, on passe un temps ensuite à trier chaque espèce. Donc là, vous avez un exemple de ce qui a pu être récolté cette année à Tourfondette Agrocampus. Donc, vous avez 25% d'avoine ici, 15% de triticale ici, et 25% de pois, 20% de vesses velues et 15% de vesses communes. Donc là, ça vous permet de voir à quoi ça ressemble un mélange à 40% de céréales et 60% de protéagineux. Ici, c'est un mélange 50-50, donc le 27 avril 2020 à la récolte. Vous avez une première vision d'ensemble où on voit les différentes composantes. D'un peu plus près, vous voyez ici les stades. Donc, vous voyez, on a entre 1,10 m et 1,20 m de métail. On n'a pas d'épi. On est vraiment là quasiment à l'optimum de la récolte. Et donc, le mélange que vous venez de voir, c'était un mélange 50-50. Donc, il y a 40% d'avoine dans ce mélange-là, 10% de triticale. L'année a été marquée quand même par le peu de talage du triticale. Et ensuite, on a 20% de vesses velues, 15% de vesses communes et 15% de trèfle de Micheli. Et donc, un mélange comme celui-ci, voici les valeurs qu'on a obtenues. Donc, vous voyez qu'avec 50% de céréales, on arrive avec les valeurs hautes en MAT de chaque espèce, enfin de chaque variété de céréales. Là, on atteint pratiquement 17% de MAT dans le mélange.
Donc, en fait, pour revenir, ce qui nous paraissait important avec Yvan, c'est d'être clair sur ses objectifs à la récolte. Parce qu'en fait, la conclusion à laquelle on est arrivé après toutes les années de travail sur le métail, c'est que le métail, c'est vraiment le fourrage couteau suisse. Mais couteau suisse, un couteau suisse, vous savez tous à quoi ça ressemble, il y a plein d'ustensiles dessus, mais il faut être clair de lequel il faut qu'on sorte. Donc, quel objectif on recherche à la récolte. Et donc, on a donné en gros quatre pistes en fonction de ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'en fonction de la catégorie d'animaux et de l'usage dans la ration de ce qu'on veut faire du métail, on peut se permettre des récoltes à des dates différentes. Et il n'y a pas une date qui est meilleure qu'une autre, c'est une adaptation à un objectif. Donc, quand on est avec des animaux à fort besoin, on peut viser une récolte assez précoce, relativement précoce, autour du 20 avril. Donc là, on aura un rendement, donc comme l'a montré les diapos d'Yvan, plutôt plus faible, hein, puisque le développement des plantes ne sera pas terminé, on sera plutôt à 3 à 4 tonnes. Par contre, en termes de valeur alimentaire, on sera sur du 0,90 UFL par kilo de matière sèche et entre 15 et 18% de MAT par kilo de matière sèche. Si on attend un petit peu, en termes de fourrage produit, on s'intéressera plutôt à des vaches laitières, des vaches allaitantes, des génisses laitières, pardon, donc des vaches allaitantes suitées, et puis un fourrage qui va être un peu passe-partout. Donc c'est souvent celui-là qu'on citait en exemple, où là on va être plutôt au 30 avril. Moi j'ai tendance à dire que, notamment en Touraine, un métail, il ne doit pas voir le 1er mai, surtout quand on veut implanter des choses derrière. Et là, on doit pouvoir faire en règle générale 5 tonnes de matière sèche à 0,85 UFL et 15% de MAT. Ensuite, en fonction toujours de ce qu'on recherche, si on veut du métail pour nourrir des animaux avec moins de besoins, éventuellement de l'affouragement estival, pour compenser un manque de foin, eh bien, on peut attendre quasiment le 20-25 mai, où là, on va produire 8 tonnes de matière sèche, mais on saura qu'on sera plutôt à 0,78 et puis à 10% en UFL et à 10% des MAT. Mais à 0,78 et 10% des MAT, on est encore un peu mieux que du foin, quoi. Enfin, un dernier exemple d'objectif rendement, un ensilage de céréales immatures, donc relativement tardif, puisque là, ce sont des données qui nous viennent de la ferme de Torigny d'Anjou, où on est plutôt au 10 juin en agriculture biologique et où on arrive à produire 10 tonnes de matière sèche à 0,75 UFL et avec 9,5 de MAT. Donc ici, on est dans des niveaux de productivité qui sont relativement importants dans un système en agriculture biologique, puisqu'on a des productions fourragères de l'ordre de 10 tonnes et un produit qui peut très bien rentrer pour complémenter des animaux sur des périodes où ils sont en partie au pâturage et avec un fourrage complémentaire pour terminer l'équilibre de la ration. Voilà, merci de votre attention. Donc, on a une première question. Donc, par rapport, si on avait testé le seigle fourragé, le seigle multicôle et l'avoine rude. Alors, je parlais pour moi, au niveau du Cher, on avait testé donc le seigle fourragé cette année, en 2020. On l'a pas présenté ici. Le problème du seigle fourragé, donc je ne sais pas si c'est le problème, en tout cas c'était le problème cette année en 2020. On est sur une espèce très précoce, hein, des éclosions 15-20 avril, sachant qu'on a eu un printemps froid et sec, hein, du 10 mars au 20 avril, on n'a pas eu d'eau. Donc toute la pousse, je dirais, du sec s'est faite dans le sec. Et on a eu plutôt des résultats assez décevants, hein, cette année. Et si on avait fait la même chose en 2019, on aurait eu également des résultats décevants. Le problème, voilà, comme c'est une plante précoce, et s'il n'y a pas, je dirais, des bonnes conditions météo, ben, elle va épier précocement sans avoir fait de biomasse. Et c'était plutôt, je dirais, cette année assez moyen en termes de résultats pour le seigle fourragé. Stéphane, chez toi, au niveau seigle multicôle, l'avoine rude? Donc nous, l'aspect stratégie seigle, c'est quelque chose qu'on a testé, que certains éleveurs ont adopté. Donc l'intérêt, c'est notamment de pouvoir semer plus tôt.
donc des semis, le mélange de base, hein, c'est un seigle Vess semé fin septembre, sauf qu'il faut pouvoir semer fin septembre. Donc, quand ça peut être possible, on a eu des belles réussites, donc avec des développements intéressants où on a approché des 4 tonnes de matière sèche avec des 0,85 de MAT et 15%, 0,85 UFL pardon, et 15% d'MAT au 20 avril. Là. Donc ça, c'était dans des systèmes notamment pour des éleveurs qui sont aussi entre guillemets cultivateurs et qui veulent faire un tournesol. Donc ils adoptaient cette technique-là. Sauf que dès qu'on ne peut pas semer fin septembre pour des raisons pédoclimatiques, on n'arrive pas à mettre un outil dans le sol, eh bien le retard qu'on a au démarrage, on ne le retrouve pas à la fin. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le seigle il épie autour du 15-20 avril, donc comme disait. Cette année, le même agriculteur qui, il y a 2 ans, ramassait 4 tonnes de seigle Vess, cette année, il l'a laissé pour les vers de terre parce que ça ne valait pas le coup de mettre une faucheuse dedans au 15 avril. L'idée, c'est que c'est vraiment une plante, moi je le considère comme le Regra d'Italie des métayes. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans des situations vraiment très favorables. C'est-à-dire qu'on puisse le semer tôt, donc fin septembre, et qu'on soit sûr de pouvoir aller le chercher au 15 avril. Donc, surtout pas de parcelles qui sont un petit peu hydromorphes où au 15 avril, on peut avoir pas accès à la parcelle, auquel cas, il va épier. Et après, on va se retrouver, si on a un objectif de qualité, eh bien, on va pas l'atteindre. Parce que les valeurs, on rejoint les courbes présentées par Yvan. Et le seigle, je pense que c'est encore pire que l'avoine et le triticale. Les valeurs, elles baissent encore plus vite. On avait une autre question également sur l'encombrement des métayles, notamment récoltés tardivement. Savoir sur quel niveau d'encombrement on était, si on avait des retours de terrain. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop travaillé, la notion d'encombrement. On est plutôt resté sur des valeurs, je dirais, énergie, protéines. Automatiquement, en fin de compte, en récoltant, je dirais, plus tardivement, on aura des encombrements plus élevés, je dirais, intermédiaire entre un foin, je dirais, et puis un peu une paille. Donc, on va être sur des encombrements plutôt un bon 1,35, un 40, un 45 en UVB. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ces récoltes tardives peuvent être quand même un levier aujourd'hui, parce que lorsqu'on manque de fourrage, au lieu de récolter 4 tonnes et demie, 7 tonnes de matière sèche, aller récolter 9-10 tonnes de matière sèche, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant je dirais, pour boucher le trou du déficit fourrager. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est vrai, les récoltes tardives, ça peut être quand même une solution envisagée, mais en ensilage, parce qu'aujourd'hui, des fois, on a aussi des récoltes plus précoces. On va récolter 5-6 tonnes de matière sèche. Et puis derrière, on va mettre en place une dérobée qui est assez aléatoire, comme ça a été dit tout à l'heure. Et des fois, aller un peu plus loin pour récolter un peu plus et puis faire du tonnage. Donc, on amortit davantage son coût d'implantation. Et puis, ça a été testé notamment à Torigné aussi. On peut très bien récolter mi-juin puis avoir une prairie sous couvert. Donc, quelque part, on fait d'une pierre deux coups. On va à la fois faire je dirais, de la quantité, voilà, et en plus, quelque part, la prairie sera implantée, je dirais, on aura valorisé la parcelle sur l'ensemble de l'année. Dernière question qui vient d'être posée. Et pour le seigle multicole forestier, avez-vous des retours d'expérience? Moi, de mon côté, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé sur le Cher. Stéphane, toi Je crois qu'on a déjà un petit peu répondu sur ces aspects seigle, en disant vraiment une plante à mettre dans les meilleures conditions. Donc, aujourd'hui, le seigle il peut être semé donc fin septembre, comme je disais. Si on ne peut pas le semer fin septembre et qu'on le sème fin octobre, de toute façon, il va épier au 15-20 avril. Donc,
on part avec une pénalité, je pense, sur le rendement si on vise un métail de qualité, quoi. Si après on cherche un métail qui puisse être avancé en stade pour avoir un peu plus de volume, ça peut le faire. Moi, je le vois plutôt dans les usages qui ont été faits. Un semis très précoce, donc fin septembre, donc avant les semis de céréales classiques, pour une récolte plutôt mi-avril, pour pouvoir engager, notamment chez nos polyculteurs éleveurs, plutôt un tournesol ou un maïs euh, semé en avril. C'est là que cette plante trouve son intérêt, quoi. Après, si c'est pour repartir sur un sorgho ou comme on a vu dans la présentation tout à l'heure, où il faut attendre pratiquement fin mai pour que le sol soit assez chaud, ben, c'est un petit peu dommage de mettre une plante comme ça, puisque on va être un mois et demi sans végétation sur le sol, et quand il n'y a pas de végétation sur le sol, il n'y a rien qui se produit, quoi.